Les fondamentaux. Pourquoi de petits changements ont un impact énorme. Chapitre 1. Le pouvoir surprenant des petites habitudes. Le destin de la British Cycling, instance du cyclisme professionnel en Grande-Bretagne, bascula un beau jour de 2003. L'organisation avait récemment engagé Dave Brailsford au poste de directeur de la performance. Cela faisait près d'un siècle que les cyclistes professionnels britanniques brillaient par leur médiocrité. Depuis 1908, ils n'avaient remporté qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques et leur résultat n'était guère plus brillant dans la plus prestigieuse des courses cyclistes, le Tour de France. En 110 ans, aucun cycliste britannique n'était monté sur la plus haute marche du podium. D'ailleurs, les performances des coureurs britanniques étaient si déplorables que l'une des plus grandes marques européennes avait tout bonnement refusé de vendre des vélos à l'équipe, de peur que cela nuise à son image de marque si les autres professionnels voyaient que les Britanniques utilisaient son équipement. Dave Brailsford avait été recruté pour apporter un nouveau souffle au cyclisme britannique. Ce qui le différenciait des précédents entraîneurs, c'était son engagement sans faille dans une stratégie qu'il qualifiait de cumul de gains marginaux. Philosophie qui consistait à rechercher une petite marge d'amélioration dans tout ce que vous faites. On part d'un postulat simple, si on envisage la compétition cycliste en la décomposant par éléments, si on améliore chaque élément de 1%, on obtiendra une augmentation globale considérable des performances, expliqua-t-il. Dave Brailsford et ses entraîneurs commencèrent à apporter de petits ajustements qu'on peut légitimement attendre d'une équipe de cyclistes professionnels. Ils modifièrent les selles pour les rendre plus confortables et frottèrent les pneus avec de l'alcool pour leur donner une meilleure adhérence. Ils firent porter aux coureurs des surshorts chauffés électriquement afin de maintenir une température musculaire idéale et employèrent des capteurs de biofeedback, une rétroaction biologique, pour surveiller la réaction de l'organisme de chaque athlète à un entraînement particulier. L'équipe testa divers tissus dans une soufflerie et fit enfiler aux coureurs de plein air des combinaisons de course intérieures, car plus légères et plus aérodynamiques. De plein air, des combinaisons de course intérieures, car plus légères et plus aérodynamiques. Et ce n'est pas tout. Dave Brailsford et son équipe décélèrent d'autres améliorations de 1% dans des domaines inattendus qu'ils avaient été négligés jusque-là. Ils testèrent différents types de gels de massage, accélérant la récupération musculaire. Ils engagèrent un chirurgien pour enseigner à chaque coureur la meilleure façon de se laver les mains afin de réduire les risques qu'ils s'enrhument. Ils déterminèrent le type d'oreiller et de matelas qui garantissait la meilleure nuit de sommeil à chaque cycliste. Ils peignirent l'intérieur du camion de l'équipe en blanc, ce qui leur permit de débusquer les moindres particules de poussière qui, si elles passaient inaperçues, risquaient de nuire aux performances des vélos parfaitement réglés. En cumulant ces améliorations et d'autres, les résultats ne se firent pas attendre. En 2008, 5 ans à peine après la nomination de Brailsford, l'équipe britannique domina les épreuves de cyclisme sur route et sur piste aux Jeux Olympiques de Beijing, où, à la surprise générale, elle rafla 60% des médailles d'or. 4 ans plus tard, en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, les Britanniques relevèrent encore le niveau en battant 9 records olympiques et 7 records du monde. La même année, Bradley Wiggins fut le premier cycliste britannique à remporter le Tour de France. L'année suivante, son coéquipier Chris Froome arriva vainqueur. Il renouvela cet exploit en 2015, en 2016 et en 2017, offrant à l'équipe britannique 5 victoires sur le Tour de France en 6 ans. Au cours des 10 dernières années écoulées, de 2007 à 2017, les cyclistes britanniques remportèrent 178 championnats du monde et 66 médailles d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, ainsi que 5 victoires sur le Tour de France, ce qui est considéré comme un véritable tour de force dans l'histoire du cyclisme. Comment est-ce possible ? Comment une équipe qui ne faisait pas partie du peloton de tête est-elle parvenue à transformer ses athlètes en champions du monde
grâce à d'infimes changements qui n'apportent, au mieux, qu'une différence minime. Pourquoi l'accumulation de petites améliorations permet-elle d'obtenir des résultats aussi remarquables et comment pouvez-vous reproduire cette méthode dans votre vie? Pourquoi de petites habitudes exercent-elles un impact énorme? Il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Trop souvent, nous nous persuadons qu'un grand succès exige des efforts considérables, que ce soit pour perdre du poids, créer une entreprise, écrire un livre, gagner un championnat ou atteindre tout autre objectif. Nous nous mettons la pression pour réaliser des exploits dont tout le monde parlera. Bien entendu, une amélioration de 1% n'est pas particulièrement notable. Parfois, elle n'est même pas perceptible, mais elle peut exercer un impact considérable à long terme. Voici comment ça fonctionne. Si vous pouvez vous améliorer de 1% chaque jour pendant un an, vous obtiendrez 37 fois plus à la fin. A l'inverse, si votre situation empire de 1% chaque jour pendant un an, vous tomberez presque à zéro. L'accumulation de petites victoires ou de défaites mineures aboutit à un tout beaucoup plus important. Les habitudes sont des intérêts composés de l'amélioration de soi. De la même manière que l'argent fructifie par le biais des intérêts composés, l'impact de vos habitudes est démultiplié lorsque vous les répétez. Même si la différence paraît infime d'un jour sur l'autre, l'influence qu'elle exerce au fil des mois et des années peut être énorme. Ce n'est que lorsque l'on regarde en arrière, au bout de 2, 5 voire 10 ans, que l'on se rend véritablement compte de la valeur des bonnes habitudes et du coût des mauvaises. Ce concept peut paraître assez difficile à apprécier dans la vie quotidienne. Nous refusons souvent de procéder à de petits changements car ils nous semblent futiles sur le moment. Vous ne deviendrez pas instantanément millionnaire en économisant un peu d'argent sur un simple achat. Vous ne deviendrez pas un athlète après seulement 3 séances à la salle de sport. Un cours de chinois tous les soirs ne fait pas de vous un expert dans cette langue. Nous appliquons quelques changements, mais nous trouvons que les résultats n'arrivent pas assez rapidement et nous tardons pas à reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Malheureusement, la lenteur du processus de transformation facilite la prise de mauvaises habitudes. Si vous mangez un repas déséquilibré aujourd'hui, la balance ne bougera pas beaucoup. Si vous travaillez tard ce soir, oubliez votre famille, elle vous pardonnera. Si vous procrastinez et remettez votre projet à demain, vous pourrez toujours le terminer plus tard. Il est facile de repousser le moment de s'y mettre. Mais lorsque l'on cumule des erreurs de 1% jour après jour, en répétant de mauvaises décisions, en multipliant d'infimes erreurs et en se justifiant par de piètres excuses, toutes ces mauvaises décisions finissent par avoir un impact négatif. C'est l'accumulation de nombreuses erreurs, une aggravation de 1%, à ça et là, qui finit par créer un problème. La répercussion du changement d'habitude est similaire à l'impact de la correction de quelques degrés de la trajectoire d'un avion. Imaginez que vous prenez l'avion de Los Angeles à New York. Si un pilote décollant de Los Angeles règle un cap d'à peine 3,5 degrés plus au sud, vous atterrissez à Washington au lieu de New York. Un changement aussi minime et à peine perceptible au décollage, le nez de l'avion ne bouge que de quelques mètres, mais à l'échelle du territoire des États-Unis, vous vous retrouvez à des centaines de kilomètres du lieu d'atterrissage initialement prévu. De même, un léger changement dans vos habitudes quotidiennes peut changer votre destinée. Faire un choix qui soit meilleur de 1% ou pire de 1% semble insignifiant sur le moment, mais au fil des moments qui composent une vie, ces choix déterminent la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Le succès est le fruit d'habitudes quotidiennes et non de transformations uniques. Cela dit, peu importe votre succès ou votre échec actuel, ce qui compte, c'est de savoir si vos habitudes vous mettent sur la voie du succès. Préoccupez-vous davantage du chemin que vous empruntiez que des résultats que vous avez obtenus jusqu'ici.
Si vous êtes millionnaire, mais si vous dépensez plus que vous ne gagnez chaque mois, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vos habitudes de consommation ne changent pas, cela risque de mal se terminer. A l'inverse, si vous êtes fauché comme les blés, mais que vous épargnez un peu tous les mois, vous êtes sur la voie de l'autonomie financière, même si vous avancez plus lentement que vous ne le souhaiteriez. Vos résultats sont des indicateurs tardifs de vos habitudes. Votre valeur nette est un indicateur tardif de vos habitudes financières. Votre poids est un indicateur tardif de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances constituent des indicateurs tardifs de vos habitudes d'apprentissage. Le désordre de votre lieu de vie est un indicateur tardif de vos habitudes de rangement. Vous obtenez ce que vous répétez au quotidien. Si vous voulez anticiper l'endroit où vous aboutiriez, il vous suffit de suivre la courbe des petites améliorations ou régressions pour voir ce qu'auront généré vos choix quotidiens d'ici 10 ou 20 ans. Dépensez-vous moins que ce que vous gagnez chaque mois? Allez-vous à la salle de sport chaque semaine? Lisez-vous des livres et apprenez-vous des choses utiles chaque jour? Fixez-vous de petites règles comme celle-ci pour définir votre futur moi. Le temps amplifie la marge entre la réussite et l'échec. Il multiplie ce que vous y injectez. Les bonnes habitudes font du temps votre allié, les mauvaises en font votre ennemi. Les habitudes sont à double tranchant. De mauvaises habitudes peuvent vous ralentir tout aussi facilement que des bonnes habitudes peuvent vous aider à progresser. D'où l'importance de bien comprendre leur processus pour éviter les mauvaises surprises. Vous devez comprendre le fonctionnement des habitudes et savoir les mettre en place selon votre besoin. Je vais vous donner quelques petits exemples par rapport à vos habitudes et le fait qu'elles peuvent se liguer contre vous ou jouer en votre faveur. Donc par exemple, on a une construction positive, donc le rendement, donc accomplir une tâche supplémentaire quotidiennement, donc c'est une petite victoire, arriver à automatiser une ancienne tâche ou maîtriser par exemple une nouvelle compétence. Ça peut avoir un impact positif sur vous. À l'inverse, on peut avoir une construction négative comme le stress, donc une pression sur nous, un stress, un énervement. Je ne sais pas si ça vous arrive de retrouver coincé dans un embouteillage par exemple, ou des responsabilités parentales, une inquiétude de réussir à joindre les deux bouts par exemple. Et quand elles persistent sur les années, elles s'accumulent et ça engendre des problèmes conséquents. Ensuite, un deuxième exemple, ça peut être sur la connaissance par exemple, c'est une construction positive. Donc maîtriser une nouvelle notion, ça fait pas de nous un génie. Mais si on se fixe un objectif de continuer à apprendre tout au long de la vie, ça peut vraiment avoir un impact considérable. Et à l'inverse, par exemple, des pensées négatives, c'est une construction négative. Et plus vous considérez comme une personne sans valeur, stupide ou laide, ça va avoir un impact conséquent sur votre caractère et sur vous-même. Et on peut aussi l'appliquer, pour un troisième exemple, dans les relations. Donc on peut vraiment récolter ce que l'on sème, donc plus on aide les autres, plus les autres veulent vous aider. Et juste travailler dans les relations aux autres, ça permet de créer un réseau solide de relations au fil du temps. Mais au contraire, si on est habité par l'indignation, donc c'est une construction négative, des mouvements d'émeutes, manifestations, des mouvements de masse, c'est rarement un résultat d'un événement isolé, c'est généralement une longue série de petites agressions et d'irritations quotidiennes qui se multiplient jusqu'à ce qu'un événement fasse pencher toute la balance, que l'indignation se propage comme une traînée de poudre. Et c'est un peu pareil dans notre vie, des cumuls, comme une goutte d'eau qui ferait déborder le vase, peuvent avoir des conséquences d'un coup sans s'y attendre. Qu'est-ce que le progrès réellement ? Imaginez qu'un glaçon est posé sur la table devant vous. La pièce est froide et vous pouvez voir votre souffle. Il fait actuellement moins 3,8 degrés. La pièce se réchauffe très lentement. Moins 3 degrés, moins 2,5, moins 2. Le glaçon est toujours posé sur la table devant vous. Il n'a pas fondu. Moins 1,5, moins 1, moins 0,5, toujours rien. Le glaçon ne fond pas. À 0 degré, le glaçon commence à fondre. Un incrément d'un demi-degré, apparemment identique à ceux qui l'ont précédé, provoque un énorme changement.
les instants décisifs résultent souvent de nombreuses actions antérieures qui permettent de créer le potentiel nécessaire pour déclencher un changement majeur. Ce modèle se retrouve dans tous les domaines. Le cancer passe 80% de sa vie indétectable, puis s'empare de l'organisme en entier en quelques mois. Le bambou est à peine visible pendant les 5 premières années de sa vie, car il construit de vastes systèmes racinaires sous terre avant de surgir du sol et d'atteindre 27 mètres de haut en 6 semaines. De même, les habitudes semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique et débloquiez un nouveau niveau de performance. Au début et au milieu d'une quête, on traverse souvent une vallée de déception. Vous vous attendez à faire des progrès réguliers et il est frustrant de constater l'inefficacité des changements au cours des premiers jours, des premières semaines, voire des premiers mois. Vous avez l'impression de stagner. C'est la caractéristique de tout processus de construction. Les résultats les plus importants ne sont pas immédiatement visibles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de mettre en place des habitudes durables. On procède à de petits changements, on ne voit pas de résultats tangibles et on décide de s'arrêter. Vous vous dites, je cours tous les jours depuis 1 mois et je ne vois aucun changement dans mon corps. Pourquoi ? Dès que ce type de pensée prend le dessus, on laisse facilement tomber les bonnes habitudes. Vous devez vous engager à appliquer ces habitudes suffisamment longtemps pour franchir cette étape que j'appelle le plateau du potentiel latent. Si vous avez du mal à mettre en place une bonne habitude ou à perdre une mauvaise, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer, c'est bien souvent parce que vous n'avez pas encore franchi le plateau du potentiel latent. Se plaindre de ne pas réussir malgré un travail acharné, c'est comme se plaindre d'un glaçon qui ne fond pas lorsqu'on fait augmenter la température de moins 3,5 à moins 0,5 degrés. Votre travail n'a pas été inutile, il est simplement stocké en réserve. Toute l'action se passe à 0 degré. Lorsque vous franchissez enfin le plateau du potentiel latent, les gens diront que vous avez réussi du jour au lendemain. Le monde extérieur ne voit que l'événement le plus marquant sans imaginer tout ce qui l'a précédé. Mais vous savez que c'est le travail que vous avez accompli il y a longtemps, quand vous pensiez que vous n'avanciez pas, qui vous offre aujourd'hui cette réussite. C'est l'équivalent humain de la pression géologique. 2 plaques tectoniques peuvent s'affronter pendant des millions d'années, la tension augmentant lentement, puis un jour elles se frottent encore, comme elles le font depuis des lustres, mais cette fois la tension est trop grande. Un tremblement de terre a lieu, le changement peut prendre des années avant de se manifester brusquement. La maîtrise demande de la patience. Les San Antonio Spurs, l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA, ont affiché une citation du réformateur social Jacob Riis. Dans leur vestiaire, « Quand rien ne semble fonctionner, je vais observer un tailleur de pierre abattant sa masse sur un rocher une bonne centaine de fois sans lui infliger la moindre fissure apparente. Mais au 101e coup, le rocher se fondra en 2, et je sais que ce n'est pas seulement le dernier coup qui a fondu le rocher, mais les 100 qui l'ont précédé. » Toutes les grandes réussites ont des débuts modestes. La graine semée par chaque habitude est une décision unique et infime, mais à mesure que cette décision se répète, l'habitude germe et se renforce. Les racines s'enfoncent profondément et les branches poussent. Perdre une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne solidement ancré en nous. Et créer une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate un jour après l'autre. Mais comment savoir si nous conservons une habitude assez longtemps pour atteindre le fameux plateau du potentiel latent et franchir ce palier ? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à adopter de mauvaises habitudes et permet à d'autres de profiter des effets combinés des bonnes habitudes ? Oubliez les objectifs, concentrez-vous plutôt sur les moyens. Selon la sagesse populaire, le meilleur moyen de parvenir au but que nous nous sommes fixés dans la vie, être en meilleure forme, bâtir une entreprise prospère,
se détendre davantage et s'inquiéter moins, passer plus de temps en compagnie de ses amis et de sa famille, etc. C'est de se fixer des objectifs concrets et réalistes. Pendant de nombreuses années, c'est aussi ainsi que j'ai abordé mes habitudes. Chacune était un objectif à atteindre. Je fixais des objectifs pour les notes que je voulais obtenir à l'école, pour les poids que je voulais soulever à la salle de sport, pour les bénéfices que je voulais gagner en affaires. J'ai réussi à en atteindre quelques-uns, mais j'ai échoué à beaucoup d'entre eux. Finalement, j'ai réalisé que mes résultats avaient très peu de lien avec les objectifs que je m'étais fixés, mais beaucoup avec les moyens que je mettais en place. Quelle est la différence entre les moyens et les objectifs ? J'ai pu faire cette distinction pour la première fois grâce à Scott Adams, le dessinateur de la bande dessinée Dilbert. Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre. Les moyens sont les processus qui mènent à ces résultats. Si vous êtes un entraîneur, votre objectif est de remporter un championnat. Vos moyens, en revanche, sont la façon dont vous recrutez les joueurs, gérez vos assistants et menez vos entraînements. Si vous êtes un entrepreneur, votre objectif est de créer une entreprise générant des millions de dollars. Vos moyens vous permettent de tester les idées de produits, de recruter des employés et de mener des campagnes de marketing. Si vous êtes musicien, votre objectif est de jouer un nouveau morceau. Vos moyens sont la fréquence à laquelle vous pratiquez, la méthode avec laquelle vous déchiffrez et vous attaquez aux mesures difficiles, et la façon dont vous recevez les instructions de votre professeur. Passons maintenant à la question intéressante. Si vous ignorez complètement vos objectifs et que vous ne concentriez que sur vos moyens, réussiriez-vous toujours ? Par exemple, si vous étiez un entraîneur de basket, si vous ignorez votre objectif de gagner un championnat, et si vous concentrez uniquement sur ce que votre équipe fait chaque jour à l'entraînement, obtiendrez-vous toujours des résultats ? Je pense que oui. Dans tous les sports, l'objectif est d'obtenir le meilleur score. Il serait ridicule de passer tout le match à regarder le tableau de score. La seule façon de gagner réellement est de s'améliorer chaque jour. Comme le disait Bill Walsh, triple vainqueur du Super Bowl, le score se fait tout seul. Il en va de même pour les autres domaines de la vie. Si vous voulez de meilleurs résultats, alors oubliez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur les moyens. Les objectifs sont-ils complètement inutiles ? Bien sûr que non. Les objectifs sont parfaits pour définir un cap. Mais les moyens, en revanche, sont les meilleurs outils pour progresser. Les problèmes arrivent quand vous passez trop de temps à réfléchir à vos objectifs et pas assez à mettre en place vos moyens. Je vais vous donner 4 exemples de problèmes principaux à ce stade-là. Le problème numéro 1, les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. L'établissement d'objectifs est malheureusement fortement dévoyé par la notion de biais du survivant. Nous nous concentrons sur les personnes qui finissent par gagner, les survivants, et supposons à tort que les objectifs ambitieux ont conduit à leur succès, tout en ignorant les personnes qui avaient les mêmes objectifs mais qui n'ont pas réussi. Tous les athlètes olympiques veulent gagner la très convoitée médaille d'or, et si les personnes qui réussissent et celles qui échouent partagent les mêmes objectifs, l'objectif ne peut pas être ce qui différencie les gagnants des perdants. Ce n'est que lorsqu'on met en place un système de petites améliorations continues qu'on obtient un résultat différent. Problème numéro 2, atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Imaginez que votre chambre soit en désordre et que vous fixiez pour objectif de la nettoyer. Si vous mobilisez l'énergie pour ranger vos affaires, vous aurez une chambre propre pour un temps. Mais si vous conservez les mauvaises habitudes que vous aviez auparavant et qui vous ont conduit au désordre de votre chambre, vous trouverez rapidement un nouveau tas de fouillis en attendant un regain d'énergie pour vous remettre à ranger. Vous êtes condamné à retrouver le même désordre tant que vous ne changez pas de moyen. Vous avez traité un symptôme sans régler la cause. Atteindre un objectif ne change votre vie que momentanément. C'est le côté paradoxal de l'amélioration. Nous pensons que nous devons changer nos résultats, mais les résultats ne sont pas le problème. Ce que nous devons vraiment changer, ce sont les moyens qui produisent ces résultats. Lorsque vous résolvez des problèmes au niveau des résultats, vous ne les résolvez que temporairement.
Afin de vous améliorer pour de bon, vous devez résoudre les problèmes au niveau des moyens, traiter les causes, les conséquences se résoudront d'elles-mêmes. Problème numéro 3. Les objectifs sont des obstacles à votre bien-être. L'hypothèse implicite derrière tout objectif est la suivante. Une fois que j'aurai enfin atteint mon objectif, je serai heureux ou je serai heureuse. Le problème de l'idée reçue selon laquelle le bonheur est un objectif à atteindre, c'est que vous êtes toujours en train de reporter le bonheur à la prochaine étape. Je suis tombé des milliers de fois dans ce piège. Pendant des années, le bonheur a toujours été l'objectif de mon avenir. Je m'étais promis que lorsque j'aurais pris 10 kilos de muscles, ou lorsque mon entreprise aurait été citée dans le New York Times, je pourrais enfin prendre du bon temps. Il faut savoir que les objectifs créent un conflit. Soit vous atteignez vos objectifs et vous réussissez, soit vous échouez et vous êtes déçu. Vous vous enfermez dans une vision étroite du bonheur. C'est une erreur. Il est peu probable que votre chemin de vie corresponde exactement au voyage que vous avez en tête au moment du départ. Cela n'a aucun sens de limiter votre satisfaction à un seul scénario lorsque plusieurs chemins mènent au succès. L'antidote, adoptez une approche axée sur les moyens. Lorsque vous appréciez plus le processus que le résultat, vous n'avez pas à attendre pour vous donner la permission d'être heureux ou d'être heureuse. Vous pouvez être satisfaite chaque fois que le moyen que vous utilisez fonctionne. Et un moyen peut fructifier sous de nombreuses formes, pas seulement celles que vous envisagiez en premier lieu. Problème numéro 4, tout miser sur les objectifs est incompatible avec une progression sur le long terme. Pour finir, un état d'esprit axé sur les objectifs peut créer un effet yo-yo. Beaucoup de coureurs déploient des efforts considérables pendant des mois, mais dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils cessent de s'entraîner. La course n'est plus là pour les motiver. Lorsque tout votre travail acharné est axé sur un objectif particulier, que reste-t-il pour vous faire avancer une fois que vous l'avez atteint? Rien. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous reprennent leurs vieilles habitudes après avoir atteint un objectif. On fixe des objectifs pour gagner un match, le but de la mise en place de moyens est de continuer à jouer. Sur le long terme, il faut donc adopter une approche sans objectif. Il ne s'agit pas de réaliser une prouesse unique, il s'agit d'un cycle de perfectionnement sans fin et d'amélioration continue. En fin de compte, c'est votre engagement dans le processus qui déterminera votre progression. Un système fait de petites habitudes. Si vous avez du mal à changer vos habitudes, le problème ne vient pas de vous, mais du système et des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent encore et encore, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous employez de mauvais systèmes pour changer. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs. Vous restez au niveau de vos moyens. L'un des thèmes fondamentaux de ce livre est de se concentrer sur le système global plutôt que sur un seul objectif. Vous avez probablement compris qu'une petite habitude correspond à un changement minime, à un gain marginal, à une amélioration de 1%. Mais les petites habitudes ne sont pas simplement des manies, si dérisoires soient-elles. Elles font partie d'un système plus vaste. Ce sont des éléments constitutifs de résultats spectaculaires. Les habitudes sont le ciment de votre vie. Chacune contribue à bâtir votre amélioration globale. Au début, ces routines minuscules semblent insignifiantes, mais elles se renforcent rapidement mutuellement et alimentent des gains plus importants qui se multiplient à un point qui dépasse de loin le coût de l'investissement initial. Elles sont à la fois petites et puissantes. C'est une pratique ou une routine régulière qui n'est pas seulement facile à mettre en œuvre, mais qui est aussi la source d'un pouvoir incroyable. Résumé du premier chapitre. Le premier point, les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration de soi. Obtenir 1% d'amélioration chaque jour
finit par compter énormément sur le long terme. Le deuxième point, les habitudes sont une arme à double tranchant. Elles peuvent fonctionner pour vous ou contre vous. Il est donc essentiel d'en comprendre chaque composante. Le troisième point, de petits changements semblent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus importants de tout le processus de construction se font souvent attendre. Vous devez être patient. Le quatrième point, une petite habitude fait partie d'un système plus vaste. Leur répétition est constitutive de résultats spectaculaires. Le cinquième point, si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats, cessez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur vos moyens. Et le sixième et dernier point, vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs, vous restez à la hauteur de vos moyens. Pour la mise en pratique du chapitre 1, trouvez 2 habitudes que vous voulez mettre en place parmi les 3 thématiques. La première est liée au rendement, c'est-à-dire accomplir une tâche supplémentaire quotidienne ou alors automatiser une ancienne tâche. La deuxième thématique serait sur la connaissance, c'est-à-dire maîtriser une nouvelle notion. Et la troisième serait en lien avec les relations pour vous permettre de construire un réseau autour de vous et des relations durables.